Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance, la séance numéro 20, celle du lundi 7 juin, où on va donc aborder le deuxième chapitre de notre programme qui s'intitule La théorie des coûts. Après avoir donc passé l'essentiel donc du temps à travailler sur le premier chapitre concernant la théorie de la production. Donc, il est temps donc de passer à la théorie des coûts et la première question, bien sûr, qu'on doit se poser, bien évidemment, et à laquelle on devrait répondre, c'est à quoi sert cette théorie des coûts et pourquoi elle est très importante dans la microéconomie donc du producteur. Très bien. Alors, si vous voulez, hein, donc pour rappel, lorsqu'on a étudié la théorie de la production, donc ça nous a permis, à travers les trois programmes donc de choix qu'on avait vus, que ce soit maximisation de la production sous contrainte budgétaire ou minimisation du coût total sous la contrainte de production, ou encore la maximisation de profit sans contrainte, et bien chaque fois donc le résultat auquel on aboutit, c'était toujours déterminer la combinaison optimale des inputs, c'est-à-dire K étoile, L étoile, quel que soit le programme qui est utilisé. Autrement dit, donc la théorie de la production, qu'est-ce qui nous permet de déterminer la demande des inputs, c'est-à-dire les quantités des facteurs travail capital qui seront utilisés par le producteur, d'accord, à l'optimum. Et bien évidemment, hein, donc cette combinaison optimale, elle est largement suffisante pour répondre aux trois questions hein, donc on s'est posé au départ, à savoir comment, enfin, on va dire quel bien, hein, donc après avoir répondu bien sûr à la question quel bien on doit produire, on doit fabriquer, donc on passe à la question de bien évidemment comment produire, hein, donc c'est-à-dire la meilleure façon, ou si vous voulez la technologie qui nous permettra de combiner, mélanger le capital et le travail afin d'atteindre donc le maximum de profit. Et bien évidemment aussi, hein, donc cette combinaison, lorsqu'on va la remplacer dans la fonction de production, ça nous permet aussi de déterminer combien on va produire donc d'output. Ok. Très bien. Donc, l'étude de la fonction de la production a permis justement de mettre en lumière, si vous voulez, les possibilités qu'offre la technique, la technologie quant à l'utilisation, si vous voulez, et la, on va dire, et la combinaison donc des facteurs de production pour réaliser donc un output donné. D'accord. Alors, cette demande, si vous voulez, des inputs dépend de leur prix sur le marché, mais aussi de la quantité utilisée de ces inputs, laquelle est fonction bien sûr de la quantité à produire. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi, où il est nécessaire de déterminer la quantité que le producteur est prêt à produire ou à offrir sur le marché. D'accord. Alors, par définition, si vous voulez, le producteur rationnel, lorsque vous avez une entreprise, ok, et vous décidez d'entrer sur le marché pour produire des vêtements, des tables, des chaises, des stylos, des montres, peu importe l'output, eh bien, vous ne décidez ou vous n'accepterez de produire que si la production elle est rentable. Sinon, vous allez faire autre chose. Hein, donc, c'est pas la peine donc d'investir votre capital dans une activité qui va vous faire subir donc des pertes. C'est complètement irrationnel. Donc, le producteur rationnel n'accepterait de produire que si la production elle est rentable. En d'autres termes, donc il n'accepterait d'offrir des biens ou des services sur le marché que si le prix de vente de sa production est au moins égal au coût. C'est normal. Donc si par exemple hein, donc la production d'une chemise me coûte, hein, donc compte tenu de tous les frais, hein, donc les inputs, hein, que ce soit matière première, énergie, consommation intermédiaire, etc. Voilà, donc compte tenu, imaginons que ça me coûte 200 dirhams, donc il faut que le prix auquel je vais vendre cette chemise sur le marché soit au moins égal à 200 dirhams. D'accord. Parce que bon, peut-être dans un premier temps, j'ai pas encore beaucoup de clients, etc. Bon, imaginons, je vais juste vendre la chemise au prix, au coût de revient.
Hein, d'accord? C'est-à-dire, au moins, je récupère l'argent que j'ai dépensé pour produire cette chemise. C'est le minimum, bien évidemment. Après, pour que ça commence à être rentable, ben, il faut que le prix soit égal, voilà, supérieur à 200 dirhams. On est bien d'accord. Donc, 250, 300, 400, etc. Plus le prix est élevé, plus la marge bénéficiaire est très importante. Et donc, la rentabilité de la production, elle est très intéressante. D'accord? Donc, le principe, c'est que le prix de vente de la production d'une unité doit être au moins égal au coût de revient, au coût total. Donc là, le prix de vente sur le marché doit couvrir au moins la totalité de ces coûts. Donc d'où la nécessité, si vous voulez, de connaître justement, hein, donc, et étudier ces coûts de producteur pour justement expliquer le choix du producteur en termes de quantité qu'il va offrir sur le marché. C'est-à-dire, voilà, d'abord on va expliquer pourquoi tel producteur il a accepté, d'accord, de produire donc un output, un bien ou un service d'ailleurs sur un marché donné. Et après, on va aussi expliquer pourquoi il a augmenté, voilà, la quantité produite et pourquoi parfois il décide de baisser la quantité produite. Donc tout cela, c'est en fonction de la rentabilité de la production. Or, la rentabilité, ben, c'est bien évidemment hein, donc basé à la fois sur le prix du marché et les coûts. Donc, si tu veux connaître est-ce que c'est rentable ou pas de produire un bien ou d'augmenter sa production ou encore baisser sa production, ben, il faut connaître sa rentabilité et la rentabilité, bah, il faut connaître les coûts parce que le prix et les données sur le marché. Donc reste maintenant pour le producteur à déterminer, analyser ses coûts. Est-ce que les coûts sont très élevés, est-ce qu'ils sont voilà donc faibles, etc. Et donc en fonction bien sûr de leur montant, bah, il va avoir la possibilité d'évaluer la rentabilité et en fonction bien sûr de cette évaluation de la rentabilité, il va prendre une décision, donc entrer sur un marché ou pas, produire un bien ou pas, augmenter sa production ou baisser sa production. Donc ça nous permet d'expliquer, comme je viens de le dire, les choix du producteur en termes de quantité à offrir sur le marché. Et donc la théorie des coûts elle est nécessaire parce qu'elle permet d'étudier le choix du producteur concernant la quantité d'output, d'accord, à offrir sur le marché. Alors donc, si je résume un petit peu, donc la théorie de production, donc ça permet hein, donc de déterminer la demande, n'est-ce pas, optimale, parce que c'est à l'équilibre optimal des inputs. C'est-à-dire, ça nous permet de déterminer K étoile, L étoile. Donc, ça nous permet de répondre aussi à la question comment produire, voilà, comment je vais combiner le travail et le capital, comme je l'ai expliqué. Et bien sûr, hein, donc, en remplaçant K étoile, L étoile dans la fonction de production, bah, ça nous permet aussi d'obtenir la quantité d'output maximale, hein, donc la quantité optimale okay, d'output. Et donc, ça nous permet de répondre aux questions qu'on s'est posées. Combien produire? Bon, ça c'est comment plutôt. Excusez-moi. Donc ici c'est comment. Ici c'est combien. Bien sûr, combien produire. Et justement, donc cette question de combien produire, ben, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de la rentabilité. Parce qu'on est rationnel, on suppose que le producteur elle est rationnel. Et donc c'est fonction de la rentabilité. Or la rentabilité c'est la différence entre le prix du marché qui est fixé à l'avance et les données, c'est une donnée. Et puis bien sûr hein, donc le coût. Donc si tu veux déterminer combien produire, bah, tu dois déterminer la rentabilité. Pour déterminer la rentabilité, bah, tu connais déjà le prix. Qu'est-ce qui vous manque? Donc les coûts. Et donc on a besoin de la théorie des coûts. N'est-ce pas? Donc pour déterminer la quantité, c'est-à-dire répondre à la question combien aussi, la quantité offerte d'output sur le marché. La quantité offerte d'output sur le marché. Autrement dit, ça va nous permettre de déterminer l'offre. L'offre individuelle. L'offre de chaque producteur, bien sûr. L'offre individuelle. Ok.
Voilà un petit peu notre objectif. Parce que je rappelle, la théorie du choix du consommateur, ça nous permet de déterminer la demande individuelle, donc de chaque consommateur. Et en faisant la somme des demandes de tous les consommateurs, on obtient ce qu'on appelle la demande globale, la demande du marché. Et je rappelle, notre objectif en microéconomie, c'est d'expliquer la formation des prix. Pourquoi tel ou tel bien il a un prix, voilà, élevé ou faible d'ailleurs, pourquoi ça varie ce prix, etc. Mais pour déterminer le prix, donc on a besoin de l'offre et de la demande. La théorie du choix du consommateur nous donne ou nous explique le côté demande, bah, il nous reste le côté offre. Donc le côté offre, justement, donc on a besoin de la théorie des coûts pour déterminer donc la quantité qui va être offerte. Voilà, quelle sera la décision du producteur concernant la quantité à offrir. Est-ce qu'il va offrir une petite quantité, une grande quantité? Bien évidemment, donc on va voir en fonction de quels critères et comment ça se passe. Ok? Très bien. Donc, théorie des coûts, ça nous permet de déterminer donc la quantité, d'accord, qui va être quantité offerte, qui va être choisie par le producteur. Donc, si la théorie de la production nous permet de déterminer la demande des inputs, la théorie des coûts va nous permettre de déterminer l'offre individuelle de chaque producteur. Donc, quel est maintenant l'intérêt d'étudier la fonction d'offre? Comme vous vous en rappelez certainement, hein, donc je viens de le dire, pour expliquer la formation justement donc des prix, bah, on a besoin de confronter l'offre et la demande. La demande, on l'a déjà grâce à la théorie du choix du consommateur. Et donc, il nous reste, ou il nous manque, l'offre, bien évidemment. Et donc, la théorie des coûts va permettre justement donc, de compléter cette étude, justement, hein, donc en essayant de chercher l'offre globale, l'offre du marché, qui n'est autre chose que la somme des offres individuelles, c'est-à-dire de chaque entreprise. Très bien, voilà un petit peu hein, pour l'intérêt, pourquoi hein, justement on a besoin de cette théorie des coûts. Alors maintenant, donc, on va attaquer la première section. La section 1, qu'on va la consacrer à la définition, d'accord, de la fonction, définition et signification bien sûr, donc la fonction de coût total. Très bien, donc j'espère que c'est un petit peu stable. Excusez-moi, j'essaie juste de régler un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Voilà. Très bien. Alors, donc, comme pour tous les agents économiques, bon, qu'il s'agisse bien sûr du consommateur ou du producteur, la théorie microéconomique donc utilise toujours des fonctions mathématiques. Maintenant, vous en avez l'habitude. Donc, fonction d'utilité pour étudier le comportement, le choix du consommateur. Fonction de production pour étudier le comportement, le choix du producteur. Et puis donc voilà, chaque fois qu'on a besoin d'expliquer un comportement, une décision, un choix, bah on utilise bien sûr des fonctions. Hein. Donc c'est un petit peu je dirais, hein, donc la méthodologie hein, donc, qui a été adoptée pour la première fois par les néoclassiques. Ok, très bien. Alors définition de la fonction de coût. Premier point. Donc définition de la fonction de coût total. Très bien. Alors fondamentalement, donc, si vous voulez, les producteurs ils sont toujours appelés à transformer des inputs, hein, c'est-à-dire les facteurs de production qu'ils vont acheter sur le marché. Donc ils vont les transformer en output, d'accord? Donc je vais acheter des oranges, ok, avec un peu d'eau, avec quelques produits chimiques, etc. Donc je vais transformer tout ça en jus d'orange que je vais mettre en bouteille et je vais le vendre au supermarché par exemple, ok? Très bien. Alors, l'acquisition des inputs, forcément, hein, donc lorsque tu vas acheter des oranges, des bouteilles, des couvercles, des emballages, où tu vas acheter le service de transport, etc. Ou, voilà, donc tu payes forcément, hein, donc voilà, tu engages des dépenses, tu payes des frais, des coûts, d'accord? Donc l'étude de tous ces frais, de toutes ces dépenses du producteur ressemble en quelque sorte à l'analyse des dépenses du consommateur, en quelque sorte, hein, parce que les deux, il achète quelque chose. Donc l'analogie est en fait très proche, très grande, c'est-à-dire la ressemblance, tandis que le consommateur, il va répartir son budget
en fonction de ses préférences, de ses goûts, de ses besoins, d'accord, voilà, entre les différents biens et services, pour satisfaire ses besoins, etc. Donc le producteur, il va répartir aussi un budget entre les différents facteurs de production dont il a besoin, bien sûr, pour voilà, produire le bien ou service qui l'intéresse. Alors, comme on l'a déjà supposé dans la théorie de la production, donc bien sûr, on est dans un contexte de rareté et ces inputs, donc ils ne sont pas gratuits. Ce sont des biens économiques, hein, on le sait, et donc il va falloir les payer. Et donc, comme on a déjà, je crois, eu l'occasion d'en parler dans la contrainte budgétaire supportée par le producteur, donc le travail, le capital, donc ce sont des biens qui sont rares, il faut les payer pour pouvoir les utiliser. Et donc, on avait, pour simplifier, supposé que le coût de travail est représenté uniquement par le salaire, parce que parfois, il y a des avantages en nature, etc. Et on avait noté que le coût du travail, d'une unité de travail, c'est W, d'accord? Ça peut être une heure de travail ou une semaine de travail, bon, selon les situations, bien sûr. Le coût du capital, donc, ce n'est pas le coût d'achat, mais il correspond en quelque sorte à la charge financière qu'on devrait payer, si vous voulez, si le producteur euh, il était obligé d'emprunter un petit peu de l'argent auprès d'une banque pour utiliser justement donc ce montant d'argent. On a fait cette hypothèse parce que justement le capital il est composé d'éléments différents, d'accord? Donc il y a par exemple l'usine, il y a les bureaux, il y a le matériel de transport, il y a le matériel informatique, il y a les équipements, les outils, les machines, etc. Et puis il y a aussi le capital financier. Voilà, donc tout ça, ce n'est pas de la même nature, donc il est hétérogène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voudrais travailler sur le capital, ben, je dois trouver un moyen, d'accord, pour agréger tout ça. Et le seul moyen qui a été trouvé par les économistes, il a eu leur accord en quelque sorte, ben, c'est de transformer tout le capital, d'accord, dans son aspect financier, c'est-à-dire on va prendre le coût d'achat, d'accord, de toutes les composantes du capital, on fait la somme, on obtient donc une somme d'argent, d'accord, et cette somme d'argent, on va supposer que, voilà, si le producteur devait emprunter cette somme d'argent, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser, eh bien combien il devrait payer sur le marché bancaire, voilà. Donc c'est le coût du capital. D'accord? Voilà, donc tout ce que je suis en train d'expliquer, je l'ai déjà fait, hein, c'est juste un rappel. Donc c'est pour ça que j'écris pas. Donc c'est juste un rappel. Alors donc on va travailler avec les mêmes hypothèses hein, qu'on a utilisées dans la contrainte budgétaire, à savoir donc que W, le salaire, voilà, elle est supposée représenter le coût du travail, d'une unité de travail, et petit r donc est supposé, d'accord? Donc W donc c'est le coût d'une unité de travail et R c'est le coût d'une unité de capital. Voilà, donc on va garder les mêmes notations bien sûr. Ok. Alors C, W et R sont fixés à l'avance, donc on gardera aussi cette hypothèse. Donc sont fixés à l'avance, c'est-à-dire des données. Donc on ne peut pas les négocier, hein, donc on ne peut pas faire baisser le salaire, on ne peut pas faire baisser hein, donc R, le coût du capital. Donc on les prend tels qu'ils sont. Ainsi chaque donc, combinaison productive, d'accord, il va posséder un coût. On peut calculer son coût, c'est-à-dire la somme des dépenses nécessaires pour acheter cette combinaison qui contient une quantité de travail et une quantité du capital. Okay. Alors, la dépense en travail, ou si vous voulez, le coût du travail, c'est je prends le prix d'une unité fois la quantité qui est contenue dans la combinaison. Et R, pareil, hein, donc pour le capital, je prends le prix d'une unité du capital fois la quantité de capital utilisée. Donc, la dépense en L est égale à W fois L, et puis la dépense en capital, bien sûr, c'est RK. Donc, pour pouvoir acheter et utiliser une combinaison donnée, par exemple A, bah, le producteur il doit dépenser un montant en travail et un autre montant en capital. Et donc, le coût total de la combinaison, c'est la somme de la dépense en travail plus celle du capital, comme on a déjà fait. D'accord? Donc, si j'ai donc le coût total de la combinaison A, c'est-à-dire KA-LA, il contient certaines quantités du capital et une autre quantité de travail, bah, va être égal à W, LA,
ok? Donc c'est la dépense en travail plus R et la quantité de capital contenue dans cette combinaison, ok? Si je prends une autre combinaison, coût total de B, KB, LB sera égal, pareil, à WLB plus RKB, et ainsi de suite, d'accord? Très bien. Alors, pour chaque combinaison productive, si vous voulez, donc on va prendre un petit exemple, ok? Donc, imaginons que on a la combinaison A, d'accord, qui contient, on va dire, une unité de capital et, on va dire, 4 unités de capital, de travail, pardon. La combinaison B, donc on aura, imaginons, hein, donc on a, on va dire, 5 unités de capital et 10 unités, d'accord, de travail. Une troisième combinaison, donc C. Alors, 2 unités de capital, 2 unités de travail, D. Alors, 3 unités de capital, ok, et 14 unités de travail, ok. Je peux rajouter d'autres, allez, pourquoi pas. Donc, combinaison E. La combinaison E, donc il dispose de 5 unités de capital. Voilà, c'est ça. Une unité de travail. Combinaison F, 7, 6. Et puis une dernière, on va dire G, 0 pour le capital. Et puis 6 unités pour le travail. On suppose que W est égal à 20. Et le prix d'unité du capital, donc R est égal à 40. Ok, donc question, on va calculer le coût total de chaque combinaison. Ok, alors on va appliquer le principe que vous connaissez déjà. Alors pour le coût total de A, donc ce sera égal à, bien sûr, donc 20 fois la quantité de travail, donc c'est 4, plus 40 fois le prix le nombre d'unités de capital qui est égal à 1 ici, hein, donc pour la combinaison A. Donc là, on obtient bien sûr 20 plus, 80, puisqu'on a 20 fois 4. Donc ça nous fait 80 plus 40, ça fait 120. Ok. Pareil, coût total de B, donc sera égal à W fois la quantité contenue, bien sûr. D'accord, donc de capital, c'est-à-dire de travail déjà, hein, donc 10, plus 40 fois la quantité donc de capital qui est égale à 5 ici. Donc on aura 4 fois 5, ça fait 200, plus 20 fois 10 qui est égal à 200, ça fait 400. Coût total donc de C, ok. Alors ça fait 20 fois la quantité, donc, voilà, donc ça fait 2 aussi, plus 40 fois 2, et donc ça nous fait 80, plus 40, donc ça fait 120. Okay. Je continue, coût total donc de D, de la combinaison D, donc ça fait 20, fois la quantité de travail qui est égale, on a dit, je crois, 14, c'est ça? Très bien. Plus 40 fois la quantité de capital, la combinaison de T, c'est-à-dire 3. Alors, donc, ça nous fait K400. Je continue, la quantité, enfin, le coût total de la combinaison, donc E. Alors, ça nous fait 20 fois la quantité donc de travail, c'est-à-dire 1, plus 40 fois la quantité de capital. Ça fait 200 plus 20, ça fait 220. Coût total de F, okay. Pareil, donc ça fait 20 fois la quantité donc de travail 6 plus 40 fois 7. Et donc ça nous fait 280 plus 120, ça fait 400. Et enfin, pour G, c'est ça. Donc on aura 20 fois 6 plus 0. Donc ça nous fait 100, 120. Okay. Très bien.
Donc, interprétation, bah, ça veut dire aussi, hein, donc si vous utilisez la combinaison 1, c'est-à-dire une unité de capital, 4 unités de travail, bah, ça va vous coûter 120. Ok, si vous utilisez donc 10 unités de travail et 5 unités de capital de la combinaison P, bah, celle-ci va vous coûter 400. Si vous utilisez la combinaison E par exemple, c'est-à-dire une unité de travail, 5 unités de capital, bah, ça va vous coûter 220. Ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque qu'il y a des chiffres qui se répètent, des valeurs de coût total qui se répètent. Par exemple, 120, 120 et 120. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combinaisons A, C et G, elles ont le même coût. D'accord? Donc, que j'utilise la combinaison A, C ou G, bah, je vais payer le même montant, donc le même coût total. Et donc là, on l'a déjà vu dans la partie concernant la contrainte, c'est-à-dire les combinaisons qui ont le même coût, identique, égal, donc on peut les représenter par une droite. Et cette droite, on l'a appelée quoi? La droite des Izuku. C'est la droite budgétaire du producteur. Donc on a le coût total de A est égal au coût total de C, au coût total de G, n'est-ce pas? Qui est égal à 120. Donc A, C, G appartiennent à la même droite d'Izuku, d'accord, la même droite d'Izuku qui représente donc le coût 120. Ok. De la même manière, je constate aussi que le chiffre 400 aussi, hein, donc se répète deux fois, d'accord. Donc le coût total de B est égal au coût total, n'est-ce pas, de F, qui est égal à 400. Donc ça veut dire quoi? Pareil, hein, donc B, F appartiennent à la même droite d'Izuku. Ok. Cette droite d'Izuku qui représente donc le coût, je mets ces chapeaux, ça veut dire coût, qui représente bien sûr 400. Et ainsi de suite. Donc toutes les combinaisons qui ont un coût identique, bien évidemment, donc on va les représenter donc sous forme, d'accord, de droite d'Izuku. Alors donc j'ai mis donc B. Il y a aussi D, hein, donc on a oublié D, donc je mets ici, parce qu'on a aussi le coût total de D. Donc il y a D, B et F. Vous voyez, hein, donc on a F ici, on a D et on a B. 3. Très bien. Alors donc chaque combinaison productive, d'accord, qui contient donc, qui représente les quantités utilisées, hein, donc si vous voulez des inputs. Voilà, donc ça nous permet aussi hein, donc de déterminer aussi la quantité d'output correspondante parce qu'on peut remplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, K et L. Voilà, donc on peut remplacer K et L dans la fonction de production et donc on peut en déduire la quantité d'output à produire. Ok. Et donc forcément, donc, si la quantité d'output à produire va changer par exemple pour une raison ou une autre, eh bien les quantités forcément utilisées, donc les inputs va changer, ce qui implique aussi que le coût total va changer. Et donc chaque fois que j'ai une nouvelle quantité d'output, donc j'aurai plusieurs combinaisons qui me permettent, hein, donc comme on vient de le voir ici, hein, donc plusieurs combinaisons qui me permettent d'atteindre ce niveau d'output, et donc forcément, hein, donc le coût total va changer. Très bien. Alors, une fois on a compris ça, donc deuxième élément aussi, hein, donc on est toujours dans la construction donc de la définition, ok. Alors, donc je disais en fait que on l'a déjà vu dans le programme de minimisation pour chaque niveau d'output, c'est-à-dire lorsque je suppose que le producteur subit une contrainte de production d'output, eh bien il y a toujours une combinaison optimale qui permet de produire ce niveau d'output qui est fixé à l'avance au moindre coût. C'est-à-dire que si le producteur il est sous contrainte de production, donc il va chercher la combinaison optimale qui va lui permettre d'atteindre ce niveau d'output ou de réaliser ou de produire ce niveau d'output avec le coût minimal, donc le moins cher possible. Et donc effectivement, donc si on a Q1 par exemple, donc c'est la contrainte, le niveau d'output qu'on a fixé, Q1, donc j'ai une contrainte de production qui est égale, ça veut dire que Q1 est égal à Q bar, n'est-ce pas? Et donc en résolvant le programme de minimisation, je vais avoir une première combinaison K étoile 1, je vais l'appeler K étoile 1, par rapport au niveau de production, au premier niveau d'output,
L1 étoile. Et bien évidemment, hein, donc cette combinaison va avoir un coût total, d'accord? C'est-à-dire si on remplace et si on évalue son coût, hein, d'accord? Donc ça va être un coût total minimal. Donc on va l'appeler 1. Okay? Je change le niveau de programme. Imaginons que j'ai un nouveau programme avec une nouvelle contrainte. Par exemple, ici, c'est égal à 100. Là, je vais choisir 200. Donc, je vais avoir une deuxième contrainte, une nouvelle contrainte. Donc, Q2 qui est égal à Q bar. Je vais résoudre le programme de minimisation. Ça va me donner une nouvelle combinaison optimale. Donc, K2 étoile, L2 étoile. Et bien évidemment, cette combinaison, ça va me permettre de produire Q2 avec le coût total minimal, donc moins cher, donc 2. Pareil, Q3, donc je change le niveau d'output. Ça va changer la contrainte, bien sûr. Et donc, ça va changer la combinaison optimale. Voilà, 3, L3 étoile. Et ça va changer aussi le coût total minimal. Donc, voilà, et ainsi de suite. Okay? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Chaque fois que je change la production, ça va changer la combinaison optimale et ça va changer le coût total. Autrement dit, le coût total, bien sûr, hein, donc il va changer ou il va varier, si vous voulez, en fonction du niveau d'output. Ça veut dire que les coûts de production se déterminent à partir de la variation du volume, donc de la production, de l'output, puisque les prix des facteurs de production sont fixés. Et donc là, on en déduit quoi? Bah, pour tout niveau de production, donc il existe une combinaison optimale, d'accord, qui permet de le produire avec ou le moins cher possible, avec un niveau minimal donc de coût. Et donc voilà, on a une relation, si vous voulez, entre le niveau d'output à chaque fois et le coût total qui passe bien sûr par la combinaison optimale. Et donc cette relation, c'est ce qu'on appelle la fonction de coût total. Ok, très bien. Donc je vais arrêter là la première vidéo et j'enchaîne avec la deuxième partie pour vous donner la définition générale.